Salut à toutes et à tous, bienvenue sur RT France pour le débrief du doc, une émission consacrée aujourd'hui au film Hooligan, bête de foot, un documentaire de 26 minutes à retrouver sur notre antenne ou sur notre site internet rtfrance.tv, un film réalisé par Artyom Vorobey et Andrei Yakovlev, un film qui infiltre plusieurs groupes de supporters violents à travers l'Europe. Et pour en parler, il y a sur ce plateau Dominique Baudin, sociologue spécialisé dans les questions de sport et de violence, professeur de sociologie à l'Université Paris-Est Créteil et auteur du livre Sport et violence, repenser Norbert Elias aux éditions Hermann. Bonjour Dominique Baudin. Première question toute simple, repenser Norbert Elias, ça veut dire quoi ? Bonjour, Norbert Elias était un sociologue allemand qui s'intéressait au contrôle de la violence dans les sociétés modernes. Ses travaux très intéressants avaient un certain nombre de limites et avec mon collègue Luc Robben, nous avons cherché à poser les limites à travers 8 tableaux, dont la question du hooliganisme. Justement, le hooliganisme, ça veut dire quoi ? Quelle est la définition et sa genèse ? Alors, le hooliganisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est né dans les années 60 en Angleterre, d'une dérégulation en réalité de la population des stades, avec des jeunes que l'on a fait venir pour remplir les stades, qui se battaient dans les quartiers, dans leur ville, et qui finalement ont importé dans le stade leur culture juvénile, leur culture oppositive, leur culture violente. Et pour séparer ces publics violents, finalement, on a inventé en 1969 la ségrégation des supporters avec les grillages. Mais en séparant les supporters, on a finalement créé des territoires qu'ils ont authentifiés, ils se sont dotés de noms, c'est devenu des groupes clairement identifiés à partir d'un nom et d'un territoire qu'il a fallu conquérir, et c'était la naissance à la fois du supporterisme et du hooliganisme. Mais le mot, l'étymologie pure de hooligan ? Alors ça, c'est un jeu de mots des journalistes. C'est-à-dire que, voyant ces violences qu'ils ne comprenaient pas, il y a toujours eu des violences dans le football, comme il y en a aussi dans le rugby aujourd'hui, mais plutôt des violences un peu sporadiques, comme ça. Bon, ça explose et puis ça ne va pas plus loin. Là, c'était des violences plutôt organisées, de groupes, qui dépassaient l'entendement parfois. Et ils ont voulu affubler ces violents d'un nom. Et ils les ont identifiés avec le nom Hoolihan, qui était le nom d'une famille irlandaise très violente du temps de la reine Victoria. Et de hooligan, on est passé à hooligan, on ne sait pas comment. Mais les Anglais, eux, préfèrent le mot de thugs ou tugs, T-H-U-G-S, c'est-à-dire les voyous, qui sont en même temps en Inde une secte sanguinaire. Je vous propose de quitter le territoire britannique. On a parlé de l'Irlande, on a parlé de l'Angleterre, pour partir du côté de la Suède. C'est le premier extrait de ce film, ce documentaire Hooligan, bête de foot. Il est propriétaire de 3 restaurants, mais préfère griller la viande lui-même. Ce ne sont pas seulement ses employés et ses clients qu'il appelle chef. Le chef, c'est le surnom du fondateur des Wise Men de Göteborg, l'une des bandes des ultras de foot les plus violentes d'Europe. À l'époque, Göteborg était une équipe sympathique. On n'avait pas vraiment d'ennemis. Les gens venaient seulement regarder le foot, emmenaient leur famille et tout. Stockholm, d'autre part, avait des supporters beaucoup plus violents. Et pour eux, nous étions des cibles faciles. Ils ont donc commencé à venir ici, à ravager les pubs et à harceler les gens. Certains d'entre nous ont eu assez et se sont dit « Ok, on va mettre fin à tout ça, on va riposter ». Au début, ça ressemblait plus à de la légitime défense. Après un certain temps, on a compris qu'on était meilleur et on a commencé à être plus offensif. On a commencé à voyager à l'étranger ou à Stockholm. Moi, j'ai été poignardé. J'ai eu 2 côtes cassées, un bras cassé. Avant, c'était plutôt old school. On le voit avec le chef des Wise Men. Wise, en anglais, ça veut dire sage. Donc Wise Men, ça veut dire les hommes sages. C'est un peu paradoxal tout ça, non, Dominique ? Paradoxal, oui et non. Je pense que la personne qui a été interviewée, celui qui s'appelle le chef, en réalité résume bien la situation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils soutiennent une équipe, ils supportent cette équipe-là, ils sont confrontés à d'autres supporters plus ou moins violents. Alors, et puis, ça réagit.
Alors attention, hein, ça fait partie de ce qu'on appelle en sociologie des techniques de neutralisation. C'est-à-dire c'est pas ma faute, c'est pas moi qui ai commencé, ce sont les autres. Donc il faut beaucoup se méfier de ce type de discours chez les hooligans, hein, qui est très fréquent. Mais de toute façon, c'est toujours une logique oppositive, des gens d'une génération d'âge, d'une classe d'âge, entre 15 et 30 ans majoritairement. Attention, il y a des plus âgés, des plus anciens, qui sont souvent beaucoup plus dangereux d'ailleurs, beaucoup plus connaisseurs, je dirais, des techniques policières et de tout le reste. Mais on est dans cette double logique oppositive qui est la logique sur le terrain et la logique des groupes entre eux qui ont une rivalité forte et qui doivent prouver eux aussi qu'ils sont meilleurs que les autres. Quels sont les pays les plus touchés par le hooliganisme, outre la Suède? J'ai tendance à penser à la Russie avec l'Angleterre, la fameuse confrontation lors de l'Euro 2016 à Marseille entre ces deux équipes sur la Canebière. Alors déjà, ôtons tout de suite un doute ou une erreur qui serait assez facile. Il n'existe pas un pays où il n'y a pas de hooliganisme. Il n'existe pas de rencontre de football sans qu'il y ait de violence, plus ou moins importante. C'est-à-dire que ce que vous montrez dans le reportage, il y a des violences importantes et très organisées. Mais il y a toujours des incidents, toujours des violences et toujours des problèmes. Donc, je n'ai pas dit en disant ça que le football était le porteur de la violence. Il est en réalité le témoin, le théâtre d'expression de groupes, de jeunes ou d'individus qui se reconnaissent et qui viennent. Alors, pour répondre à votre question, oui, tous les pays, mais les plus violents sont effectivement aujourd'hui en Allemagne, en Pologne, en Russie, en Hongrie, en Serbie, en Croatie également. Donc ça va toucher à peu près toute l'Europe de l'Est et toute l'Europe de l'Ouest aussi. Vous parlez beaucoup du football. Il n'y a pas un pays où il y a du football, où il n'y a pas de hooliganisme. Mais pourtant, si on regarde l'été dernier, la Coupe du Monde qui s'est déroulée en Russie, elle s'est bien passée. Il n'y a pas eu de phénomène, à ma connaissance, de hooliganisme lors de cette Coupe du Monde. J'étais d'ailleurs en Russie pour RT France. Comment expliquer qu'à la fois le football, ce soit l'opium du peuple, à la fois beaucoup de fraternité, beaucoup de sourires, beaucoup de drapeaux, des gens qui chantent, qui s'embrassent, qui font la fête ensemble, et à la fois ce phénomène, ce fléau. Alors dire qu'il n'y a pas eu de violence en Russie, c'est faux. C'est faux, déjà, il y a eu au moins une violence qui a été médiatisée. Les Argentins. Voilà, les Argentins. Donc c'est faux. Les violences ont eu lieu, elles ont eu lieu très loin des stades. Vladimir Poutine avait promis finalement des matchs de football sans incident. Il y est arrivé, mais il y est arrivé en sécurisant les choses, en informant, ce qui ne veut pas dire que la violence ne se produit pas ailleurs, plus loin, de manière invisible et pas aux yeux des journalistes. Le football cristallise les foules. Alors il cristallise les foules parce que c'est un jeu incertain. Jusqu'au dernier moment, tout peut arriver, tout peut basculer. Un match gagné peut être perdu très rapidement. C'est aussi le sport qui rassemble le plus grand nombre de spectateurs. C'est-à-dire ce sont des villes qui remplissent les stades. Et il n'y a pas de portique à l'entrée d'un stade pour faire que les violents, les gens mal dans leur peau, les racistes soient dans l'incapacité de rentrer. Il n'y a pas de portique qui les électrocute. Donc c'est une ville qui est dans le stade et c'est une ville avec toutes ses composantes. Des jeunes, des vieux, des gens qui construisent des identités et d'autres. C'est le reflet de la société, en fait. C'est le reflet de la société. Je vous propose de partir sur le deuxième extrait de ce documentaire C600, Hooligan à bête de foot. Regardez. Le football et la politique extrême ont toujours été liés, car le football offre une très bonne possibilité de recruter ces personnes. Des groupes de la classe ouvrière se réunissent. Il est donc plus facile de diffuser un message. Il est plus facile de trouver des personnes plus naïves. Personnellement, je crois qu'en termes de hooliganisme et de racisme, il faut être particulièrement attentif à l'Allemagne. Suite à la situation difficile en matière d'immigration, la colère devient de plus en plus forte.
On vient d'écouter l'expert de ce documentaire. Il s'agit d'un co-auteur du film Green Street Hooligan, Dougie Brimson, qui pointe particulièrement l'Allemagne. L'Allemagne avec la crise migratoire ces derniers temps, les tensions qui divisent le pays, marquées par une forte poussée du nationalisme. On l'a vu avec les récentes élections en Allemagne, 16 parlements au sein desquels il y a désormais l'AfD, Alternative for Deutschland, c'est le mouvement d'extrême droite, parti d'extrême droite. Est-ce qu'il y a un lien entre cela et le hooliganisme, et plus particulièrement en Allemagne ? Ça serait un peu simpliste de faire un lien obligatoirement entre crise migratoire, étrangers et des supporters qui seraient foncièrement nationalistes et foncièrement d'extrême droite toujours. C'est un peu facile, ça existe, ce discours-là existe depuis très longtemps. La logique oppositive est d'abord une logique de jeu, c'est d'abord une logique sportive qui est derrière. Les hooligans connaissent parfaitement leur club, parfaitement l'histoire du club, parfaitement le football, ce qui ne les empêche pas de se battre. C'est-à-dire que ce qui caractérise un supporter d'un hooligan, c'est l'endroit où ils mettent le curseur sur la violence. Un supporter traditionnel dans un groupe traditionnel qui a des violents à l'intérieur, il vient d'abord pour le match et ensuite il ne refuse pas la violence. Le hooligan, lui, il vient pour ces deux choses et il est capable de déplacer le curseur très haut et de commencer par la violence avant d'aller voir le match, par exemple. Alors, de là à dire que le racisme est toujours présent dans les groupes de supporters de football et l'extrême droite, non. Non, ça serait oublier un petit peu tous les groupes plus ou moins affiliés à l'extrême gauche en Italie, par exemple. Mais par contre, la crise migratoire, les incertitudes de la société dans lesquelles les gens vivent, la montée du chômage, cristallise en réalité les tensions entre les individus. Et puis bien sûr, le football devient un théâtre d'expression facile, parce qu'on peut manifester, on peut se montrer. Il y avait un sociologue belge qui, dans les années 80, disait « Mieux vaut une identité monstrueuse que pas d'identité du tout ». Je crois que ça résume le propos. On va parler de l'identité du coup des clubs français. On a parlé de la Suède, on vient de parler de l'Allemagne. On peut faire également le parallèle avec les clubs français. Je vais citer Antoine Mordac, le chef de la division nationale contre le hooliganisme en France. Il a dit le 29 mars 2018, donc le 29 mars dernier. Aujourd'hui, il y a des groupes de hooligans en France. Heureusement, ils sont minoritaires. Quelques clubs seulement sont concernés. Un hooligan est là pour se battre. Ce n'est pas le cas d'un supporter ou d'un ultra traditionnel. L'envahissement du terrain relève du hooliganisme. Il y a quelques centaines de hooligans en France. Est-ce que vous partagez cet avis ? Non, je crois que là, il faudrait que l'on ait, lui et moi, une discussion sur ce qu'est le hooliganisme. Il a eu un prédécesseur qui, malheureusement, est décédé il y a quelques mois, auquel il a succédé, qui, lui, faisait la confusion, notamment entre les jets de fumigène des supporters et les hooligans, quoi. Il suffisait d'enlever les fumigènes pour enlever les hooligans. Donc, il y a des confusions comme ça qui ne doivent pas exister. Il y a beaucoup plus de hooligans qu'il ne le dit et qu'il ne le pense. Il y a des gens, parce que la sécurité aujourd'hui, par les forces de l'ordre, le travail de la division de lutte contre le hooliganisme et le travail des directeurs de la sécurité dans les stades est particulièrement bien fait, ce qui n'empêche pas les problèmes et les incidents, mais ça fait qu'en réalité, les problèmes se déplacent beaucoup plus loin des stades et donc sont beaucoup plus invisibles. Alors, quand les gens se donnent rendez-vous, comme dans votre documentaire, c'est à la fois une volonté de se battre, mais c'est parce qu'ils ne peuvent plus le faire à proximité des stades. Donc c'est à la fois l'histoire de l'œuf et de la poule. On ne sait pas ce qui a déclenché le fait que les bagarres se font sur rendez-vous très loin, mais c'est un peu des deux. On voit sur ces images, derrière vous, des images d'envahissement de terrain. Pour continuer à parler de la France, j'ai moi-même fait un documentaire sur le Paris Saint-Germain, la victoire du Paris Saint-Germain en Coupe des Coupes en 1996. À l'issue de cette victoire contre le Rapid Vienne, les Parisiens avaient défilé sur les Champs-Élysées. Ça s'était organisé un petit peu à la va-vite. Ils n'étaient pas forcément très bien organisés pour tout cela, ce que me disaient les joueurs. Ils sont ensuite allés au Parc des Princes pour célébrer la victoire, pour faire la fête avec leurs supporters. Il y a eu un envahissement de terrain. Tous les joueurs m'ont dit qu'ils ont eu peur à ce moment-là. L'envahissement de terrain, c'est quoi? Est-ce que c'est du hooliganisme aussi? C'est ce que dit Antoine Mordac.
Alors, l'envahissement de terrain, c'est du hooliganisme. Je dirais le hooliganisme, c'est à la fois les envahissements de terrain, c'est la dégradation de rues, de commerces, de voitures, c'est la bagarre entre supporters. C'est beaucoup plus que les bagarres, quoi. C'est un spectre beaucoup plus large. Mais les joueurs qui m'ont dit avoir eu peur, est-ce que les hooligans auraient pu intenter à l'intégrité physique des joueurs eux-mêmes? Alors, j'aurais tendance à dire en souriant, pas dans ce contexte-là, puisque c'était des joueurs qui venaient de gagner. Mais dans certains pays, oui, on a vu des joueurs se faire frapper par leurs propres supporters parce qu'ils estimaient qu'ils ne s'étaient pas suffisamment battus face à un adversaire trop proche, hein, parce que l'histoire des derbies est quand même très importante. On rappelle, hein, les derbies, ce sont les matchs entre deux clubs voisins. Hein. Oui, alors deux clubs voisins ou rivaux de longue date. Parce que les derbies entre Nantes et Bordeaux, par exemple, les deux villes ne sont pas si proches que ça, mais il y a une rivalité très forte. En France, on va quand même plus parler de Lyon contre Saint-Étienne, par exemple, ça avec des groupes de supporters comme les Bad Guns à Lyon. Voilà, où il y a même également des affrontements entre supporters de la même équipe. Je pense que je reviens une nouvelle fois sur le cas du Paris Saint-Germain. En marge d'un match de Coupe de la Ligue récemment, en avril dernier, les supporters de la tribune Auteuil et les supporters de la tribune Boulogne se sont affrontés. Comment est-ce qu'on peut être supporter de la même équipe et s'affronter dans le même temps? Alors il faut revenir à l'histoire de cette tribune Auteuil et de cette tribune Boulogne. La tribune Boulogne, née dans les années 80, est investie par un supporter dont le surnom était Batskin, qui a structuré et dirigé le groupe Troisième Voie, là, cette fois-ci purement politique. Et donc c'est une tribune que le contrôleur général Rouibi, dans les années 85, qualifié de hooligan dans sa totalité. C'était un petit peu exagéré, mais il y avait environ 5 à 600 hooligans purs et durs. Et les dirigeants du Paris Saint-Germain à l'époque ont cherché à finalement déséquilibrer cette tribune qui se servait du football comme un théâtre d'expression de l'extrême droite, déséquilibrer cette tribune en créant la tribune Auteuil et en favorisant la tribune Auteuil. Alors c'est devenu d'un côté une tribune blanche et de l'autre une tribune grise et noire. Je suis un peu désolé de mes propos, mais c'est comme ça que ça s'est structuré. Donc on a eu d'un côté une opposition forte, ethnique, culturelle, mais également d'origine sociale, de quartier, doublée d'une opposition politique. Donc c'était un contexte totalement explosif. Vous avez signalé l'envahissement de terrain suivi d'un affrontement lors de la présentation de la Coupe en 96. Donc ça se reproduit depuis. Et de toute façon... Il y a eu la dissolution du virage Boulogne. Maintenant, il y a le CUP qui s'est reformé, le collectif Ultra Paris. Mais on en est où concrètement? Mais concrètement, on en est avec les mêmes. Hein, il suffit de regarder le président du CUP, c'est-à-dire ne pas oublier quand même qu'il a été 2 fois interdit de stade. Ça questionne. Alors, en disant cela, je suis un petit peu gêné de le dire, parce qu'une fois qu'on a été condamné, qu'on a purgé sa peine, finalement, on redevient un homme normal, et ça me semble bien. Donc, attendons qu'il fasse ses preuves, mais on voit bien que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de dérapages. Dans ce regroupement de collectifs ultra, il y a déjà eu des départs de groupes, il y a eu des démissions. Et justement, la justice a fait quoi, là? La justice agit, le temps de la justice est long, donc il va falloir à un moment donné qu'il y ait des sanctions qui tombent, et elles tomberont. Les clubs peuvent aussi sanctionner ? Les clubs peuvent aussi sanctionner et finalement interdire d'accès ou interdire toute collaboration. N'oublions pas que le retour des supporters est voulu par le président du PSG. Nasser Al-Khelaifi. Pour avoir un stade plus vivant, plus festif, avec, je dirais... Sans ultra, pas d'ambiance, ça veut dire ? Une ambiance différente. Finalement, quand le plan Le Proux a été mis en œuvre, tout le monde a crié... Ancien président du Paris Saint-Germain. Ancien président du Paris Saint-Germain, mis en œuvre par Jean-Philippe Dalivillet, l'ancien directeur de la sécurité du Paris Saint-Germain. Lorsque ça a été mis en œuvre, on a vu une tribune, des tribunes un peu mornes, sans vie, etc. Bon,
Et finalement, ça n'a pas empêché le PSG de jouer et de gagner. Bien sûr, je pense que si on veut vendre des produits publicitaires, si on veut vendre de la télévision, il faut avoir une tribune festive. Donc c'est aussi ça ce qu'il y a derrière. Je propose d'autres tribunes festives. En Allemagne, on vient d'évoquer le cas de l'Allemagne. Je vous propose d'y retourner avec ce documentaire saisissant. Hooligan, bête de foot, direction la vallée de la Ruhr. La première fois que je me suis retrouvé dans cette situation, non, je n'avais pas vraiment peur. J'étais nerveux et j'ai cessé de retenir mes coups. Et là, les choses ont suivi leur cours. On a l'impression d'être dans un film. On donne tout pour sa ville. Il y a quelques années, on a volé une bannière des Desperados de Dortmund. Et ils se sont vengés par un acte lâche. Ces chiens de Dortmund ont pénétré par effraction dans notre fan club et ont volé toutes nos bannières. C'est là qu'a commencé la véritable rivalité entre nos clubs. Moi, je suis venu au foot et j'ai tout de suite été attiré par les ultras, par leur feu et par leur performance. J'ai été fasciné, je voulais vraiment en savoir plus. Tous les nazes ne peuvent pas être appelés des Swabs. C'est comme ça que je suis entré dans le groupe. J'ai rencontré ces gens et je me suis fait pas mal d'amis. On s'y intègre, les amis deviennent des frères. Ils deviennent votre famille. Et nous avons une cause que nous défendons ensemble. Ça devient votre vie. Une vie avec un autre derby, on vient de le voir, entre le VfB Stuttgart et le Borussia Dortmund, deux clubs voisins, deux clubs rivaux. Les supporters, les ultras, les hooligans de Stuttgart, on vient de l'entendre, se battent entre eux parce que ce sont des amis, ce sont des frères, c'est donc une famille, il y a un sentiment d'appartenance. Est-ce que c'est un substitut familial, le hooliganisme ? Substitut familial, ça serait aller un petit peu vite en besogne. Ça voudrait dire que la plupart des hooligans seraient un petit peu en déshérence sociale ou familiale, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on a commencé le documentaire en montrant finalement un propriétaire de 3 restaurants. Justement, c'est Monsieur Tout-le-Monde alors, le hooligan ? Le hooligan, c'est Monsieur Tout-le-Monde. On va trouver des enseignants à l'université, des ingénieurs, des chefs d'entreprise, des banquiers, des chômeurs, des étudiants, des ouvriers, il y aura tout le monde. Mais ils se masquent, si c'est du coup pour leur ville, pour leur club dont ils se disent fiers, pourquoi se masquer ? Pourquoi le propriétaire des restaurants de hamburgers, chef des Wise Men, n'en parle pas à sa femme et à ses enfants ? C'est toujours Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est-à-dire que dans la vie quotidienne, on est un homme tout à fait normal. Et le jour où on est dans le match de football, dans le groupe de supporters, on devient autre chose, parfois sans limite. Mais c'est aussi une question à la fois de solidarité de groupe, ils en parlent, de fraternité, le mot est peut-être un petit peu galvaudé à ce niveau-là. Dans tous les cas, ce sont des communautés excessivement soudées qui ont... Justement, sociologiquement, quels sont les codes, quelles sont les valeurs ? On a l'impression qu'il y a des règles finalement dans le hooliganisme. Oui, alors ça, c'est ce que tous les hooligans disent. Malheureusement, s'il faut récupérer les emblèmes d'un autre groupe et que ce sont des femmes qui les portent... les femmes seront frappées comme si c'était des hommes. Dans le langage, il y a des codes. On ne frappe pas des gens qui sont à terre. On ne fait pas un certain nombre de choses. Les codes sont très largement dépassés. Il y a quelque chose qui, à un moment donné, dans le documentaire est dit, et qui me semble très fort. Il s'agit bien de frapper, avoir la victoire physique, mais la victoire peut être aussi de faire fuir les autres. Et ça, c'est la victoire suprême. Mais pour atteindre cette victoire suprême, il faut avoir une réputation telle, donc avoir beaucoup frappé avant, et beaucoup avoir gagné. Tué aussi ?
Pardon ? Avoir tué aussi ? Je ne pense pas que dans la majorité des morts, et il y en a eu beaucoup, dans l'Europe entière, je ne pense pas que l'objectif soit de tuer. Par contre, malheureusement, la violence est telle que ça peut arriver. Hein. Lorsque vous vous battez avec des battes de baseball, des barres de fer et des couteaux, imaginez bien qu'il faut quelques centimètres et un petit peu plus de force pour passer de la simple blessure à la mort. Il faut de l'entraînement, justement. Je vous propose de regarder cet extrait. Presque tout le monde ici va au match et pratique des styles de combat différents. La boxe thaï, la boxe, le MMA. Et une fois par semaine, nous nous entraînons ensemble. Nous avons des contacts avec Djurgården. On va voir où ils seront lundi. On va essayer de se mettre d'accord sur le nombre de combattants pour éviter la police et tout ça. Chaque rencontre est différente. Parfois, nous avons nos réunions secrètes. Parfois, on se voit dans un pub au centre-ville. S'ils veulent se battre en dehors de la ville, nous devons être d'accord. S'ils veulent se battre dans la ville, nous devons être d'accord aussi. La meilleure façon, c'est de les contacter. On peut les suivre dans un pub ou quelque chose comme ça, pour les attaquer avant ou après le match, ça dépend. Juste pour terminer, conclure rapidement, le mot de la fin. Alors le mot de la fin, c'est que je pense que le hooliganisme ne s'arrêtera jamais, parce que c'est une affaire générationnelle. Les hooligans se rangent quand ils vieillissent. Certains non, jamais non plus, mais la plupart se rangent. Moi, j'ai eu un hooligan qui un jour m'a dit lorsque on aime le football, on ira au football toute sa vie. Alors, autant commencer par faire la fête comprenait la violence, et puis après, on restera tranquille dans les tribunes d'honneur. Merci beaucoup Dominique Baudin d'avoir répondu à nos questions sur ce plateau du débrief du doc. Donc, je rappelle que vous êtes sociologue spécialisé dans les questions de sport et de violence, que vous êtes l'auteur du livre Sport et violence repensée, Norbert Elias aux éditions Hermann. Voilà donc pour cette émission consacrée au hooliganisme et au documentaire de 26 minutes à voir sur notre antenne et également sur notre site rtfrance.tv, Hooligan, bête de foot.